Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où l'on observe et analyse les enjeux internationaux avec rigueur et clarté. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux propos de Sié de Bindouté, qui propose une lecture structurée des relations entre États et de la souveraineté nationale. Il souligne que l'autonomie d'un pays repose autant sur ses institutions que sur sa capacité à définir des orientations stratégiques cohérentes et durables. À travers des références historiques et géopolitiques, il montre comment certaines décisions peuvent influencer durablement les trajectoires nationales et régionales, tout en mettant en lumière les effets à long terme de choix économiques et diplomatiques. Son analyse met également en avant l'importance de la coopération, du renforcement institutionnel et de la coordination stratégique comme levier pour renforcer l'influence des États sur la scène internationale. Suivez cette intervention qui éclaire des dynamiques essentielles et invite à une réflexion approfondie sur les mécanismes structurels, les équilibres et les choix rationnels qui façonnent le monde contemporain. La notion de la défense n'est pas seulement une notion régalienne de l'État, mais c'est tout le socle de la souveraineté. Parce que tout ça là, c'est une question de faiblesse militaire qui a envoyé tout ça. Donc, quand vous regardez, aujourd'hui, les gens se disent qu'ils sont choqués. Pourquoi les gens sont choqués? Parce que c'est un blanc catholique que des blancs ont arrêté de cette manière. Et ils trouvent que c'est la civilisation, la chrétienté, l'humanité qui est bafouée. Mais si c'était un arabe ou un noir, qu'est-ce que les gens vont dire? Dans l'histoire, on a vu comment la France a bombardé le président Laurent Gbagbo, son palais, et l'a attrapé, donné aux rebelles. Les archives sont là. On a vu comment les États-Unis eux-mêmes ont pendu Saddam Hussein, la tête s'est coupée et allée de l'autre côté. Qui a parlé? On a vu Kadhafi, qui a rendu son pays un pays paradisiaque. On a vu comment on l'a tué. Bon, quand on repart à la colonisation, on a vu les rois, comment on les a exilés, les Samouris, Béhanzin. C'est exactement comme on a fait Béhanzin et Maduro. Béhanzin, on l'a pris, mettre dans un bateau qu'il va aller signer d'égal à égal avec le roi de France et on l'a envoyé en Martinique, puis en Algérie. Ce sont ces restes qui sont revenus au Bénin finalement. Voilà, donc c'est les réalités du monde occidental. Quand je disais au tout début ici, je dis en termes d'humanité, le monde gréco-romain n'a rien, strictement rien donné à l'humanité si ce n'est pas la violence. Quand il s'est agi des nègres, on a dit que c'est les chrétiens. Mais ce qui s'est passé avec Maduro, il faut connaître l'histoire. Ce n'est pas la première fois. La France et les États-Unis ont expérimenté ça avec Haïti. Et c'est pourquoi à chaque fois j'interpelle les pays de Haïti, de l'AES, de comprendre l'histoire de Haïti. Vous savez, quand Haïti a pris son indépendance, d'abord le général qui a vaincu l'armée la plus puissante au monde, Toussaint Louverture, le général Leclerc l'a arrêté, c'est le beau-frère de Napoléon. Sa prison, vous savez où c'était? Dans un puits. Il est mort dans des conditions, on ne sait pas où la France a mis son corps. Et c'est ce qui a précipité le général Jean-Jacques Dessalines à proclamer l'indépendance de Haïti le 1er janvier 1804. Quand il a pris son indépendance, les États-Unis ont refusé de reconnaître l'indépendance de Haïti. C'est le président Abraham Lincoln, 60 ans après, qui a reconnu l'indépendance de Haïti. Parce qu'on disait que si on reconnaît leur indépendance, les Noirs d'Amérique, les esclaves vont se révolter, vont dire que non, il y a des Noirs qui peuvent traiter d'égal à égal avec les Blancs. Et pendant ce temps, le blocus naval que le président Trump a fait contre le Venezuela, ce n'est pas nouveau. C'est exactement ce que le roi de France, Charles X, a fait en 1823. Encercler Haïti avec pour mission qu'il signe une rançon de liberté et Haïti devait verser 150 millions de francs or aux planteurs français à la France et afin même que la France reconnaisse leur indépendance. C'est ça le début du franc CFA, comment on a travaillé la Banque centrale haïtienne. Et après 1914-1935, les États-Unis ont occupé militairement Haïti et ils ont pris sa banque centrale. L'or de Haïti, les États-Unis ont pris. Et ils ont envoyé à New York. Donc, quand vous regardez aujourd'hui Haïti et la France, les États-Unis, c'est eux qui ont fait de Haïti ce qu'elle est aujourd'hui. Et maintenant, on rentre dans le religieux, comme les Noirs aiment tellement les affaires de Jésus et de Mohamed, qu'on est maudit, et Haïti est maudit, alors que non. C'est un pays superbement riche.
Et la France et les États-Unis ont géré son économie, tout, et rendent le pays comme ça. Donc c'est exactement la même chose qu'on a fait à Maduro. On voulait qu'il signe pour donner le pétrole. Il n'a pas accepté. On a vu ce que ça donne. Donc aujourd'hui, il ne faut pas croire que ce que les gens ont vu avec Maduro, c'est nouveau. C'est strictement ce qu'ils ont appliqué à Haïti. Et les États-Unis ont eu des guerres avec les autres pays. La doctrine Monroe dont on parle, ce n'est plus respecté. Et quand le président Trump est venu, vous avez vu la première agression sur le Groenland. Entre eux blancs, ils se sont levés, ils ont couru, il a fermé le dossier. Mais le plus choquant, entre eux blancs encore, c'est le Canada. Quand il a dit que le Canada doit être le 51e État des États-Unis, les Canadiens se sont réveillés un beau matin se dire que ceux-là, ils peuvent les agresser. Et pour la première fois, nous-mêmes, on était choqués de voir qu'au Canada, on retire des vins et des produits américains des marchés parce que le conflit est ouvert. Et vous prenez la Colombie, c'est les États-Unis qui ont forcé la Colombie à donner l'indépendance du Panama. C'était le même pays à cause du canal. Donc, il y a tellement d'agressions. Vous prenez le Mexique, les États de Californie, l'Utah, Nouvelle-Mexique, Texas, tout ça là, ça faisait partie du Mexique, c'est pendant la guerre. Donc, en Amérique même, il n'y a pas ce pays qui n'a pas eu de problème avec les États-Unis. Et le cas d'école, c'est Haïti. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui qu'on est en train de faire aux autres pays africains. Donc, un président qu'on a pris comme ça, c'est comment on appelle, c'est ce que les Occidentaux ont toujours fait aux Noirs et aux Arabes. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Les Africains, ce n'est pas une leçon à tirer. On a passé tout le temps à prévenir les Africains. Il faut recréer l'État. Il faut vous unir. Il faut faire ceci, il faut faire ceci. Les gens sont assis. Quand tu parles, on dit tu parles trop, tu veux qu'on te nomme, tu veux dire que tu connais. Mais nous, on fait des analyses à rang mondial. Voilà les réalités aujourd'hui. Et c'est pourquoi depuis, j'interpellais l'AES de s'organiser militairement. Parce que si vous n'êtes pas unis, vous n'êtes pas fort militairement, vous allez disparaître. Et quand vous regardez le président nord-coréen, quand il est venu 27 ans, on l'a installé, il dit, lui, sa priorité, son grand-père a commencé la bombe atomique, il n'a pas pu. Son papa est venu, il n'a pas pu. Lui, sa priorité, c'est d'assurer son pays de cette arme dissuasive, l'arme atomique. 27 ans, il n'avait que 27 ans. Et il a dit ça. Aujourd'hui, la Corée du Nord est une superpuissance militaire. Toute l'Afrique réunie ne peut pas s'arrêter militairement devant la Corée du Nord. Donc, voilà les réalités. Le monde est ouvert. Chacun va comprendre maintenant. Ce n'est plus à dire que Donald Trump est mauvais, les Français sont mauvais, ou bien les... Non, non, non. Chacun doit savoir où se situer parce que l'Occident, c'est comme ça, c'est la prédation. Si tu n'es pas fort, un beau matin, tu te lèves, on fait de toi ce qu'on veut et il n'y a pas de morale. D'accord, merci d'assez bien douter. Dès les premières minutes, l'analyse proposée s'inscrit dans une lecture posée et méthodique des relations internationales, en mettant en lumière la notion de souveraineté comme un processus global, dépassant le seul cadre institutionnel. À travers les propos de Sié de Bindouté, la souveraineté apparaît comme une construction dynamique, fondée sur la capacité d'un État à définir ses priorités, à préserver sa marge de décision et à inscrire ses choix dans une vision de long terme. Cette approche invite à considérer la scène mondiale non comme un espace moral, mais comme un champ structuré par des équilibres, des intérêts et des rapports de capacité. L'analyse rappelle que la solidité d'un État ne repose pas uniquement sur ses textes fondateurs ou ses structures administratives, mais sur l'ensemble des leviers qui garantissent sa continuité et sa crédibilité. Parmi ces leviers figurent la cohérence stratégique, la maîtrise des ressources, la stabilité institutionnelle et la capacité à anticiper les évolutions de l'environnement international. Dans cette perspective, les relations entre nations sont présentées comme le résultat d'interactions historiques durables, où certaines constantes se reproduisent, indépendamment des époques et des discours. Les références historiques mobilisées par Sié de Bindouté servent à illustrer cette continuité des mécanismes internationaux. Elles permettent de comprendre comment des décisions prises à un moment donné peuvent influencer durablement la trajectoire d'un pays. L'exemple d'Haïti occupe une place centrale dans cette réflexion. Il est présenté comme un cas d'étude emblématique, montrant comment des choix économiques et diplomatiques initiaux, combinés à des contraintes extérieures persistantes, peuvent affecter sur le long terme les capacités de développement et d'organisation d'un État. Cette lecture s'inscrit dans une logique de compréhension, et non de désignation. L'objectif n'est pas d'attribuer des responsabilités, mais d'analyser des enchaînements. Le cas haïtien est ainsi abordé comme un repère historique permettant d'appréhender les effets cumulatifs du temps long sur la souveraineté,
en soulignant l'importance de la stabilité financière, de la reconnaissance internationale et de l'autonomie décisionnelle dans la construction nationale. Au-delà de cet exemple, les propos analysés élargissent la réflexion à l'ensemble du système international. Ils mettent en évidence le fait que les relations entre États sont rarement guidées par des considérations symboliques, mais par des calculs rationnels liés à la préservation des intérêts stratégiques. Cette réalité impose aux nations de développer une lecture lucide de leur environnement, fondée sur l'évaluation de leurs atouts, de leurs vulnérabilités et de leurs marges de manœuvre. Dans ce cadre, la question de la capacité collective prend une importance particulière. L'analyse souligne que les États qui parviennent à coordonner leurs efforts, à mutualiser certaines ressources et à parler d'une voie structurée renforcent leur position dans les échanges internationaux. La coopération régionale apparaît alors non comme une option idéologique, mais comme un outil pragmatique d'optimisation de l'influence et de la stabilité. Les propos de Sié de Bindouté insistent également sur la nécessité de dépasser les lectures émotionnelles ou circonstancielles des événements internationaux. Comprendre les dynamiques de puissance suppose de replacer chaque situation dans un ensemble plus large, où l'histoire, l'économie, la géographie et les intérêts stratégiques interagissent en permanence. Cette approche analytique permet d'éviter les interprétations simplistes et favorise une réflexion plus structurée sur les choix à opérer. L'Afrique occupe une place particulière dans cette réflexion. Le continent est présenté comme un espace doté d'atouts considérables, mais confronté à la nécessité de transformer ses potentialités en leviers concrets de souveraineté. Cela passe par le renforcement des institutions, l'investissement dans la formation, la valorisation des ressources locales et la définition de stratégies communes adaptées aux réalités contemporaines. L'enjeu n'est pas l'isolement, mais l'équilibre dans les partenariats, afin de préserver une capacité de décision autonome. L'analyse invite également à considérer le rôle du temps dans la construction de la puissance. Les trajectoires nationales ne se transforment pas instantanément. Elles résultent d'accumulations progressives, de choix cohérents et d'une vision partagée. Dans cette optique, la stabilité et la constance apparaissent comme des facteurs clés, permettant aux États de consolider leur position et de renforcer leur crédibilité sur la durée. En conclusion, cette réflexion se veut une invitation à la lucidité et à la responsabilité stratégique. Elle rappelle que la souveraineté n'est ni un acquis définitif ni un slogan, mais un processus exigeant, fondé sur la connaissance de soi, la compréhension du monde et la capacité à agir de manière coordonnée. Pour l'Afrique, cette démarche ouvre la voie à une construction progressive, réaliste et porteuse d'avenir. Comme le rappelle un proverbe africain. Celui qui sait d'où il vient sait où il va. C'est dans cette conscience du passé, alliée à une vision claire du présent, que se dessinent les fondations d'un futur maîtrisé et porteur d'espoir.